Salut à toutes, salut à tous. C'est un plaisir énorme de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club. On avance tout doucement vers la fin de la saison, mais il reste encore 4 journées que l'on va vivre ensemble. Et on va notamment parler dans cette émission de cette course au top 5. Il y a 5 clubs pour le moment qui sont toujours en liste de la 3e à la 7e place. Et il y a 5 points de différence, donc il y a encore du suspense dans le championnat anglais. Une émission que j'ai le plaisir de présenter en compagnie de Jean-François. Salut Serge. De Bruno. Salut. How was Liverpool? Oh, Very beautiful. Good. So beautiful. Ils nous reviennent évidemment de Liverpool qui a fêté son titre de champion dimanche dernier. La fête était belle. Il y a de quoi, hein, en tête depuis début novembre, 15 points d'avance sur le deuxième, rappelez-moi le deuxième, Arsenal. Et donc, pourquoi cette pointe d'ironie, Bruno? 34 journées plus 15 points, c'est quand même immense beaucoup, hein. comme bilan. 2 défaites seulement, et on verra tout au long de l'émission le nombre de défaites des équipes pour le top 5, 6. C'est incroyable quand même. Christian n'était pas à Liverpool, mais il a suivi ce match depuis sa data room. Salut Christian. Bonsoir Serge, bonsoir Bruno, bonsoir Jean-François. C'était vraiment génial et en plus avec Jean-François et Bruno sur place, il y avait quelque chose d'un peu magique et c'était vraiment bien et très chouette à voir. Effectivement, on va peut-être revoir quelques images de cette fête de titre parce que Liverpool ne doit rien à personne cette saison, même s'il profite quand même d'une baisse de régime de Manchester City, d'un Arsenal qui fait beaucoup de partage, etc. D'un Chelsea qui n'est pas encore prêt, etc., etc. Oui, mais quand même, mentalement, ils n'ont pas été mis vraiment sous pression et les moments où ils auraient pu l'être, ça n'a pas été. Je pense qu'Arsenal, quand même, a été défaillant aussi dans la dernière ligne droite. Et donc, du coup, ils ont été brillants parce qu'ils ont été les plus réguliers. Mais à aucun moment, quand même, on a senti cette pression qui aurait pu, peut-être, à des moments où ils étaient un peu moins bien, leur faire perdre des points. Meilleure attaque, sans discussion possible. 80 buts marqués, 2e défense du pays. Et surtout du jeu spectaculaire. Ça ne maîtrise pas à partir de l'arrière, là, ça fonce droit et ça vous perturbe complètement. Un entrejeu, Szoboszlai, c'est pas mal, Gravenberch, c'est pas mal. Enfin, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, mais ça passe pas en Ligue des Champions. Non, mais pas cette fois. L'objectif, c'était à mon avis la Première Ligue qu'ils ont pu enfin fêter devant leur public. On se souvient qu'en 2020, c'était dans un stade vide. Et puis, mention spéciale à Arne Slot, quand même. Ah oui. Première saison, c'est le 5e manager à gagner le titre de Première Ligue au cours de sa première saison. Premier Néerlandais a gagné le titre. Hein. Premier Néerlandais. Avant cela, il y avait eu Mourinho, première saison avec Chelsea. Ancelotti, première saison avec Chelsea. Il y avait eu Conte, première saison avec Chelsea. Et Pellegrini, première saison avec Manchester City. Donc, il est dans le top 5. Il fait partie des grands de cette et Première Ligue. Il reconnaît l'héritage qu'on lui a laissé. Il n'y a pas que Jürgen Klopp, il y a tout un club et toute une structure. Non, parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux joueurs, il n'y a même pas eu de transfert durant l'été dernier. Mais aussi un staff technique d'exception. Ouais. Pas de graves blessures, pas de joueurs. Là, sur ce dernier match, tout le noyau était là, à l'exception peut-être d'un joueur. Il y avait un absent. Donc imaginez un peu terminer là avec des joueurs relativement frais. C'est vrai qu'ils ont été éliminés assez tôt de la FA Cup, de la Ligue des Champions aussi. C'est pas le même problème pour d'autres équipes qui jouent le titre, comme l'Inter par exemple, et qui est toujours en Ligue des Champions, bien sûr. Félicitations donc aux Reds, un titre tellement mérité, le 20e. Ils sont revenus à la hauteur de Manchester United. Donc, l'objectif est de remporter un 21e. Ils veulent être seuls à 21 titres. Hein. Donc cette année, je pense qu'ils vont encore, cet été, à mon avis, ils vont recruter ce qu'ils n'ont pas recruté l'été passé. Je pense que pour un 21e titre, ils sont plus favoris que Manchester United la semaine prochaine. Pour l'instant, on verra ce qui se passe durant l'été. Mais vraiment, félicitations aux Reds, un titre tellement mérité. Allez, avant de passer à l'actualité et au match de ce week-end, je vous propose de revoir les 5 plus beaux buts de la 34e journée. Traore, can he pick someone out? Oh, it's a fabulous header from Ryan Sessegnon. He's gone backwards and he's diverted it back on goal. That's a great finish. And it's Jackson, and it's 1-0 Chelsea. First goal for the Senegalese striker in 4.5 months. It's a brilliant strike, really good striker's goal. She's under pressure here. Trouble for Tottenham! Alexis McAllister! Another beauty. It doesn't matter whether it's his left or his right. I mean, he can hit them with great power. Ayari! What a fabulous strike from Yassine Ayari! He picks his spot brilliantly. Look at the whip on the ball. What a strike! Baliba! Carlos
Saliba, in the most glorious style, has won it. Bends the ball, sets it right outside the goal. What a hit. Les joueurs de Brighton qui ont performé ce week-end. 4 frappes au rectangle sur les 5 buts qu'on a vus. Hein. Donc voilà, quand je pense qu'il y a un an ou deux, on nous disait que les expected goals n'étaient pas bons sur les frappes au rectangle. Il y a toujours des éléments et puis leur contraire en football. Là. Et Burn va devenir buteur alors aussi, en plus de tout le reste. On va en parler, effectivement. Bon, comme promis, une émission un petit peu différente. On a l'habitude de vous présenter 2 affiches. Aujourd'hui, on va parler de ces 5 équipes qui peuvent encore prétendre à une qualification à la Ligue des Champions, puisque le top 5 sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Bon, le titre, c'est fait pour Liverpool. Arsenal à la 2e place. Normalement, oui. C'est bon aussi. Ils seront dans le top 4 déjà, ça c'est sûr. Les relégables, les relégués, on les connaît aussi. Tous les promus, enfin on en connaît 2 sur les 3. Hein. Leeds et Burnley retrouveront la Première Ligue saison prochaine. Donc il nous reste à savoir qui va se qualifier en Ligue des Champions entre Newcastle, 3e avec 62 points, et Aston Villa, 7e avec 57 points. Il y a 5 équipes et on va commencer par le 3e, Newcastle, qui se déplace ce week-end à Brighton. C'est parti. We are Premier League. And Matoma's in here and scores. Murphy. Oh, what a finish! What about it? Voilà, ce match qui aura lieu dimanche à 15h. Brighton est 9e, 51 points. Il y a quand même encore une toute petite chance de se qualifier éventuellement pour la Conference League, vu que le classement devrait permettre au 8e normalement de se qualifier. Mais quel faible stat à domicile cette saison pour Brighton. 7 victoires en 17 journées. On attendait mieux des Seagulls cette saison. Ouais, est-ce qu'ils n'ont pas battu 2 fois déjà Newcastle cette saison? Ils les ont battus en FA Cup et ils les ont battus en championnat déjà. 2 fois. Pourquoi pas 3? On dit 203, ça se dit, non? Oui. Sauf que Newcastle est en grande forme. 6 victoires et une défaite sur les 7 dernières journées. La défaite, c'était du côté d'Aston Villa, un accident de parcours. Et puis aussi cette victoire en Coupe de la Ligue qui a vraiment propulsé les Magpies en fin de saison. Oui, parce qu'un titre, c'est un titre quand on l'attend depuis longtemps. Après, moi, c'est mon fil rouge de l'émission aujourd'hui. C'est 10 défaites, Newcastle. Alors, Bournemouth, c'est 10 défaites aussi. Ils sont 10e au général. Donc, avec des stats comme celle-là, vous jouez le top 3 en Angleterre aujourd'hui. C'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Derrière Liverpool, 34 journées, 10 défaites, c'est extraordinaire. Il y a quand même un ralentissement derrière les futurs champions. Je vous propose de voir le calendrier des Magpies. Voilà, il reste quand même de solides clients. Il y a des solides clients jusqu'au bout. 2 équipes du top 6 à affronter, Chelsea et Arsenal. Ne pas perdre des points à Brighton, ça c'est voilà. Et puis se méfier d'Everton lors d'une dernière journée où finalement on sait que Everton peut être un caillou dans la chaussure parce que ce sont des gars. Et puis c'est le dernier match, il y aura peut-être un petit peu de nervosité aussi, il manquera peut-être justement 1 point ou 3 points. Maintenant, ce sera à St. James Park. Je pense que ça, c'est un stade en feu pour quelque chose, s'il faut vraiment y aller. Hein. Dans cette lutte, il faut partir d'un principe quand même. Il y a des équipes qui ont leur sort entre leurs mains et d'autres qui n'ont pas leur sort entre leurs mains. Newcastle fait partie des équipes qui ont leur sort entre leurs mains. Il y a des équipes en forme et il y a des équipes qui nous semblent lâcher du lest à un très mauvais moment. On y reviendra aussi. Alors, une des forces de Newcastle ces dernières semaines, Christian, c'est, on connaît évidemment la saison exceptionnelle d'Alexander Isak, mais il y a d'autres joueurs qui se sont improvisés, entre guillemets, buteurs pour aller chercher des points. Au mois de février, on avait montré justement un tableau avec les 3 mauvaises périodes et c'est une des conséquences de ce que Bruno explique avec 10 défaites, où quand Alexander Isak n'est pas performant, l'équipe en fait sombrait en termes de résultats. Et bien là, on voit quelque chose de neuf maintenant, c'est que même quand il est moins performant, et bien les autres joueurs en fait qui font la différence en marquant, comme Fabian Schär ou comme Burn, on va le voir un peu plus tard. Voilà, c'est ces alternatives. Je parle souvent de cet aspect-là. Il faut pouvoir compter sur une alternative quand le buteur attitré n'est pas en forme. Et donc là, maintenant, beaucoup de buts sur phase arrêtée, beaucoup de buts de défenseurs. Et ça permet en fait de réguler une saison et essayer d'éviter. Mais si ils veulent prétendre à quelque chose de plus important dans les saisons à venir, il faut arrêter ces longues périodes où ils sont inexistants avec 10 défaites comme maintenant. C'est inacceptable quand on est 3e au classement.
Mais c'est quand même une équipe qui est montée en puissance tout au long de la saison. Et là, on a l'impression quand même qu'ils sont en forme au bon moment, c'est-à-dire dans la dernière ligne droite. Oui, tout à fait. Une remarque par rapport à ce que Christian disait. S'ils veulent faire mieux dans le futur, ils devront déjà ne pas perdre Isaac, parce que tous les clubs d'Angleterre le veulent. Justement, est-ce que Newcastle sera en Ligue des Champions ou pas? C'est peut-être ce sera peut-être une des clés. Une des clés, exactement. Mais justement, mettre ça en rapport avec les derniers résultats dont vous parlez, qui sont très bons, c'est vrai. Je note quand même que la seule équipe top 6 qu'ils rencontrent dans les 7 derniers matchs, c'est Aston Villa. Et qui prennent 4-1. Oui. Donc ça, c'est quand même un constat aussi, c'est que la seule fois où ils ont été confrontés à une équipe qui, comme eux, joue le top 6, ils ont été battus. Ils vont en rencontrer 2. Alors, est-ce que ce ne sera pas justement le petit souci pour eux? Et effectivement. Alors, un mot sur Brighton quand même, Christian, qui a traversé une mini-crise avec une seule victoire sur les 5 dernières journées. C'était le week-end dernier, une victoire dans les dernières minutes face à West Ham, pour entamer cette dernière ligne droite. On va dire qu'on a quelques doutes quand même sur cette équipe de Brighton. Vous vous souvenez, on avait vanté cette fameuse équipe de De Zerbi avec le passage par les flancs, les ballons qui venaient chez Mitoma qui déclenchaient des choses. Eh bien, cette saison avec Urzelos, c'est complètement différent. Ils essayent surtout de passer par l'axe dans le jeu rapide, comme on le voit sur les images. Et donc, il faudra faire attention parce que si Newcastle veut prendre le jeu à son compte, comme il essaye de le faire en passant par les flancs, eh bien, ils vont se retrouver dans des situations, comme on voit sur les images, avec des origines très lointaines, avec des courses par l'axe. Et vous voyez, c'est Mitoma, il ne vient plus du flanc maintenant, il fait plutôt des appels, des enchaînements vers l'intérieur. Et on voit souvent des buts maintenant face à face. C'est une des équipes qui a marqué le plus dans ce domaine-là. Donc, ce n'est plus le système de De Zerbi, c'est un autre système avec plus ou moins de la réussite puisque le classement n'est pas meilleur qu'avec De Zerbi. Passionnant ça. Oui, effectivement. Ce sera un match quand même clé. De toute façon, tous les matchs maintenant sont des finales pour tous ces clubs-là qui veulent terminer dans le top 5. Oui, et alors c'est vrai que Mitoma, je voyais que c'était Adingra qui avait joué le dernier match, donc aussi il faudra voir, les buteurs sont à 10, 9, donc une équipe avec les 3 attaquants qui marquent plus ou moins le même nombre de buts. Donc, le danger peut venir quand même de plusieurs joueurs. De partout, c'est une équipe... Alors ils sont à 9 points du top 6, donc ça je pense qu'ils oublient, quoique mathématiquement ils peuvent toujours se dire qu'il peut y avoir un miracle qui pour les rapprocher. Mais ils sont égalité avec Fulham qui est 8e, donc ils peuvent toujours jouer cette 8e place. Oui, c'est ça, donc à un moment donné il y a quand même encore cet espoir européen qui est là, donc je pense qu'ils vont jouer le coup à fond, et comme je vous le disais, ils les ont déjà battus 2 fois cette saison, Newcastle. Donc pour moi, je trouve qu'il y a danger pour les Magpies. Ouais. Effectivement, ce sera donc dimanche à 15h. On passe maintenant à Manchester City, qui semble de son côté avoir quand même retrouvé certaines valeurs en cette fin de saison. Is the Premier League. Kovacic, pops it up. It is Sarabia! It is fantastic! Manchester City face aux Wolves. Attention, c'est vendredi 21h. Ce sera donc la première rencontre de cette 35e journée de la Premier League. Et ce sera sur Divertissez-vous. Exact. Et vendredi soir, 21h. 4e Manchester City avec 61 points. Wolverhampton est 13e avec 41 points. On va voir le programme de cette équipe de Manchester City qui reste sur quelques bons résultats. 4 victoires, 2 partages sur les 6 dernières journées. Donc on est plutôt dans le vert de ce côté-là. Et une qualification pour la finale de la Cup. Voilà, bien terminé. C'est ce qu'a indiqué Christian sur son infographie. Oui, c'est un très très joli titre. Et c'est le match des équipes en forme. 15 sur 15 pour les Wolves, 13 sur 15 pour City. Si ce n'est que les Wolves encaissent quand même beaucoup de buts à l'extérieur. Je crois que je l'ai noté, c'est 32 buts encaissés. Pour vous donner une idée, à l'extérieur, Southampton, c'est 35 et Ipswich 34. Donc, à l'extérieur, c'est compliqué de défendre pour cette équipe. Mais bon, elle reste sur un 15 sur 15. Christian, est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé les fondamentaux du côté de Manchester City après quand même des périodes très compliquées cette saison ? Oui. Il y a eu beaucoup de difficultés pendant la saison à retrouver cette zone optimale, à construire autour de ce rectangle pour arriver dans cette zone optimale de centre et de pouvoir conclure. Eh bien, je ne sais pas si c'est parce que Alan n'est pas là, mais en tout cas, ça refonctionne puisque sur les 10 derniers buts, je pense qu'il y en a eu 6 comme ça. Vous voyez, il se prépare même à l'avance pour revenir et puis recevoir le ballon dans la course et donner le centre au cordeau. Et regardez qui est à la réception, c'est le défenseur latéral gauche,
Donc il y a vraiment une volonté de vouloir à nouveau utiliser ses flancs et construire. Regardez, Marmouche s'est vite adapté à cette situation. Voilà, il réussit à faire ce crochet et à venir vers la baseline pour donner ce centre en retrait. Et regardez, c'est même Bernardo Silva qui retrouve un peu des couleurs. Donc oui pour les fondamentaux. Et alors il y a ce magnifique but et cette magnifique préparation de Jérémy Doku qui parvient à même donner ce magnifique centre de l'extérieur du pied. Eh bien, voilà, c'est Nunes qui termine. Donc oui, c'est le jeu de Manchester City et on le retrouve dans cette offensive-là. On a revu ce but. Ça, c'est le but vraiment le plus important de cette fin de saison. Battre Aston Villa, un concurrent direct, dans les dernières minutes. Disasi monte au jeu en remplacement de Cash et il se fait manger complètement. Alors que sur la première action de Doku, ils sont 2 contre 1. Mais là, je crois qu'il faut se poser des questions sur certains joueurs. Et puis, honnêtement, le gardien doit être dans cette coupure de trajectoire. C'est impensable à ce niveau-là de faire des erreurs tactiques telles quelles. Mais à ce moment-là du match, en ça n'enlève rien. Villa tenait le partage. Bien sûr. Oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, pas que concernant évidemment Manchester City, mais on voit Manchester City avait un problème pendant tout un temps, c'était la prise de vitesse. Le seul joueur qui prenait de la vitesse, c'était Doku, mais il n'était pas assez juste dans son dernier geste. Et donc, voilà, Bernardo Silva avait tendance toujours à revenir, se crochet intérieur. Ça manquait de percussion, je dirais, un petit peu. Là, on en retrouve avec justement l'utilisation, comme Christian le dit, des zones optimales de centre, etc. Donc, il y a de nouveau un jeu composé sur de la vitesse. Il utilise des joueurs qui viennent de son académie aussi, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, le jeune Nico O'Reilly, qui est quand même une belle découverte. Qui fait plutôt des matchs intéressants. Voilà, je pense que normalement, ça devrait le faire pour cette équipe de City. Ils ont en tout cas, eux aussi, les cartes en main. Je voudrais juste dire que, parce que ça fait 2 fois qu'on dit ils sont 3e Newcastle, 4e City. Attention, il y a un match qui joue ce soir qui pourrait rebattre les cartes. On y arrive. D'accord, mais je veux le dire simplement, ça veut dire qu'ils pourraient commencer le week-end à la 5e position et non pas à la 4e. Oui, parce que cette émission est enregistrée avant le Nottingham Forest-Brentford de ce jeudi soir. Voilà, il fallait le préciser. Un mot quand même sur Manchester City, c'est une fin de cycle, donc c'est les derniers objectifs de cette équipe-là, avec De Bruyne qui va partir. Il y a pas mal de joueurs sans doute qui ne seront plus là la saison prochaine, d'autres qui vont arriver, donc c'est vraiment aller chercher le top 4 et aller chercher la Cup. Aller chercher la Ligue des Champions, c'est très important parce que je pense qu'on attire plus de joueurs quand on est qualifié pour la Ligue des Champions que si on ne l'est pas. Et donc, c'est aussi importantissime en mettant de côté toutes les affaires qui viendront peut-être secouer le club pendant l'été. En 2045, ou pas. On est parti. Ou pas. C'est peut-être une fin de cycle aussi pour Guardiola et certaines méthodes. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Christian, vous voulez dire encore un mot sur Manchester City et enchaîner ensuite avec Wolverhampton, qui, comme on l'a dit, est une des équipes en forme. Oui, je voulais revenir un peu sur le cas de Doku. J'ai souvent été très critique avec lui pour le manque d'efficacité. En fait, on l'a tous été. Mais il faut quand même reconnaître maintenant, dans les derniers matchs, il est chaque fois sur le banc, il monte, l'équipe adverse est en difficulté. Et là, il a cette fraîcheur, il est déterminant contre Everton, il est déterminant contre Aston Villa. Et donc, c'est important aussi, et c'est aussi à mettre au crédit de Guardiola, c'est qu'à un certain moment, c'est ça, en fait, la tactique et la stratégie. C'est d'essayer, d'un certain moment, pouvoir changer quelque chose en cours de match. Et son apport, il est vraiment important et il est déterminant. Et c'est chouette de le voir comme ça et déterminant dans ce genre d'action. Effectivement. Le Wolverhampton, Christian, on l'a dit, 6 victoires consécutives, c'est la meilleure équipe du moment sur les 6 dernières journées. Oui, c'est une très belle équipe à avoir et je crois que Vitor Pereira a mis vraiment des choses importantes en place et il y a surtout des joueurs qui parviennent aussi à s'exprimer et c'est le cas de Mateus Cunha. Il est pratiquement chaque semaine dans les buts marqués ou dans les assists. Ce week-end, c'était encore le cas, c'est lui qui marque le premier but et puis il est à l'assist des 2 autres. C'est une équipe qui se projette aussi facilement vers l'avant. C'est une équipe qui peut aussi construire autour d'un rectangle et utiliser la frappe lointaine, le tir enroulé. Et voilà, des joueurs moyens comme Larsen qui parviennent quand même à émerger dans cette première ligue. C'est aussi une bonne surprise, comme Chris Wood, on va le voir plus tard. Voilà, ce sont des joueurs qui, dans un certain concept, avec un certain entraîneur, avec une certaine confiance, ils peuvent être à la hauteur de cette première ligue. Et le meilleur buteur et attaquant norvégien pour le moment en Première Ligue, c'est Strand Larsen. C'est pas Haaland qui est blessé de toute façon. C'est incroyable. C'est vrai. Attention, c'est Leicester, c'est Man U, c'est Tottenham, c'est Ipswich, c'est West Ham, c'est Southampton. C'est pas non plus les 6 victoires.
Oh, mais c'est Wolverhampton. Oui, d'accord. Je peux vous répondre ça. Non, qui était à la lutte pour le maintien il y a encore ils vont à 3-4 City mois. ce week-end. Je veux dire, le gap est quand même important entre ce qu'ils ont réussi dans les 6. Ils sont en pleine confiance. Voilà, oui, c'est, le enfin, football, c'est mental aussi. Ils n'ont rien à perdre en tout cas. Ils n'ont rien à perdre, absolument. Ils n'ont rien à perdre, ils sont sauvés. tranquilles, ils sont sauvés. Donc ils vont jouer pour jouer. Et ils ont une clé peut-être qui est celle que Christian a montrée, parce que City a souvent été en difficulté dans ce domaine-là du jeu face aux transitions adverses. Ouais, je valide. Voilà, si c'est validé par Bruno, on peut continuer avec Chelsea, qui est actuellement 5e et qui reçoit Liverpool ce week-end. We are Premier League. Now Trent Alexander-Arnold. Breakthrough. Chelsea, 5e donc avec 60 points, c'est-à-dire à 2 points seulement du 3e, qui est Newcastle, avant, on le répète, cette rencontre de Nottingham Forest le jeudi soir face à Brentford. Liverpool, premier évidemment, champion avec 82 points. Les Blues se trouvent dans une situation où ils vont devoir performer. C'est vraiment le moment de vérité pour Chelsea cette saison. On peut voir le calendrier des rencontres qu'il reste encore à disputer. Est-ce que c'est le calendrier le plus compliqué de tous les prétendants ? De loin. 3 top 6. Donc 3 équipes qui sont avec eux là, à la lutte. Et surtout que les Blues restent sur un bilan de 17 sur 30, donc un peu plus de 50% des points pris sur les 10 derniers matchs. On fait quoi avec ça ? Et ils affrontent une équipe, Liverpool, qui... Bon, on sait tout de Liverpool, mais ils marquent encore plus à l'extérieur qu'à domicile. Ouais, il faudra voir s'ils n'ont pas la gueule de bois quand même. Hein. Donc, c'est le seul truc. Ils ont sans doute fait la fête, oui. Je ne sais pas jusque quand, mais une bonne partie de la semaine. Ce sont des fêtes successives. Alors, on ne parle même pas ici d'alcool, mais des fêtes successives, ça, vous perdez quand même un peu d'influx. Vous allez dire bonjour à tout le monde. Ouais, comme le facteur à une certaine époque, et à la fin de la tournée, on est moins bien. Attention que Chelsea peut aussi perdre des plumes, parce que, de la fatigue, je veux dire, ils vont quand même jouer. Bien sûr. La demi-finale, un objectif aussi, c'est un objectif. Du côté de Djurgården, donc ça va aller en Suède. Il y a le déplacement, il y a le voyage. Est-ce qu'il va y aller là-bas avec les mêmes joueurs, parce qu'il avait pris l'habitude d'aligner presque des équipes différentes. Donc ça on verra, mais ça peut être peut-être pour eux un peu lourd pour la fin de saison. On verra. Alors Chelsea qui a gagné le week-end dernier, il reste quand même sur 2 victoires consécutives. On l'a dit, ils ont perdu beaucoup de points, mais ils sont quand même sur une séquence positive. Une victoire courte face à Everton 1-0 avec un but de Nicolas Jackson. Et Christian, en préparant l'émission, vous m'avez signalé que on a retrouvé peut-être enfin le vrai modèle offensif que devrait utiliser Chelsea. Je reviens sur les explications de la semaine dernière, puisqu'on était là tous les 4. On a parlé surtout de cette obstination maintenant que Maresca a de passer par les flancs, de construire et d'avoir des ballons délivrés sur les centres. Mais ça ne fonctionne pas, comme Bruno le disait, sur les 10 derniers matchs, il n'y a même pas 50% des points pris. Par contre, on est revenu ce week-end contre une équipe qui défendait bien. On les a laissés sortir. Voilà, que ce qui se passe. À nouveau, on retrouve ce modèle qui a fonctionné, c'est-à-dire un pressing, une récupération dans l'axe et un passage rapide par l'axe avec Nicolas Jackson qui est le spécialiste, et je l'expliquais vraiment en détail, notamment avec son modèle lorsqu'il était à la Villarreal avec Emery. C'est exactement ce qui a fonctionné en début de saison, ce qui nous a impressionnés par cette justesse. Eh bien, il faut retourner aux choses qui fonctionnent, même si l'entraîneur il a envie de créer quelque chose qui, je ne sais pas, sorti de son univers. Peut-être qu'il a été trop influencé par Pep Guardiola. Mais en tout cas, avec ces joueurs-là, ce modèle-là fonctionne, le passage par l'axe et le jeu rapide. Pour l'anecdote, c'était le premier but marqué par Nicolas Jackson hors du rectangle sur les 24 buts qu'il a marqués en première ligue. C'est pas mal, et puis il revient d'une longue absence aussi. J'ai bien aimé le retour de Lavia aussi, qui permet à Enzo Fernandez de jouer un cran plus haut. Et voilà, c'est efficace. Oui, moi j'avais vu Enzo Fernandez un cran plus haut au début de saison dans des matchs un peu plus difficiles. Ça ne m'avait pas convaincu. Donc je sais pas. Moi, je trouve qu'il devra faire un choix là au milieu et de toute façon, de garder. Enfin, je sais pas. Il y a le cas de Palmer aussi. Il faut voir comment tout ça va se passer. On en a parlé la semaine dernière. Depuis le mois de janvier. Exactement. Donc, je pense que la clé, c'est de retrouver un Palmer décisif, créatif, dans une position axiale. Moi, je l'aime pas trop quand on le décale sur un côté. Lui non plus.
Lui non plus, non, lui non plus. Donc voilà, peut-être faire des choix après, du coup, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Christian vient de dire, et je trouve que c'est une remarque plus que pertinente et intéressante, c'est-à-dire qu'une équipe doit garder, par rapport aux joueurs qui la composent, un ADN qui correspond à l'ADN des joueurs, et pas vouloir absolument imposer quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, ça se passe dans plusieurs clubs cette saison. Oui, non, mais d'accord, mais côté United par exemple. On est d'accord, mais si on est capable de faire des constats chiffrés, puisqu'on est à l'heure des datas, nous c'est pas des datas, on réfléchit pas comme ça, mais eux ils ont toutes sortes de chiffres, alors ils sont capables de voir aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc à un moment donné, je pense que c'est plus intelligent pour terminer, ou alors je sais pas, pour terminer une saison, c'est plus intelligent de s'appuyer sur des choses qui fonctionnent. Absolument. On verra donc si ça fonctionne du côté de Chelsea qui reçoit Liverpool. Ce sera dimanche à 17h30 et ce sera en compagnie de Christian et de Vision du jeu sur Discord. Et d'honneur, non? Ils auront droit à leur aide d'honneur là. Ils sont obligés de le faire. Non, logiquement, mais c'est oui, la tradition. Voilà, donc, le respect, le fair play. Parce que l'Angleterre n'est pas un pays de tradition. Si, tout à fait. Voilà. Surtout en matière de football. Dans le reste aussi, mais en football, effectivement. Allez, on descend dans le classement. Nottingham Forest, on le répète, cette émission est enregistrée le jeudi avant la rencontre face à Brentford. Donc pour le moment, Nottingham Forest est 6e et on en parle après ceci. This is the Premier League. What's going in again? This time it's in the net and it's going to count. Alors, évidemment, si Nottingham bat Brentford, ils se retrouvent à la 3e place. Mais on verra s'ils prennent 3 points, 1 point ou 0 éventuellement. Déplacement lundi soir à 21h du côté de Selhurst Park. Et pour le moment, c'est un des déplacements les plus compliqués à faire en Première Ligue. Déjà, mais ensuite, ils restent sur 3 défaites sur leurs 5 derniers déplacements. Oui. Donc ça, c'est un signal quand même. Ils ont été gagnés à Tottenham, mais qui ne gagne pas à Tottenham cette saison, mais vous allez me dire. Gardons le chiffre, 3 défaites. Vous volé la formule, je l'avais marqué là. Désolé. 3 défaites sur les 5 derniers. Après, on a ce qu'on pense de Crystal Palace et puis il y a la réalité de Crystal Palace. Cette saison, c'est 5 victoires à domicile pour Palace. C'est pas extraordinaire. Non. C'est, à l'exception des 3 relégables, la plus faible attaque Palace à domicile. C'est des bonnes stats pour une équipe qui irait chercher quelque chose. Ouais. Alors, on va voir la formule utilisée par Christian sur le calendrier qu'il reste donc à Nottingham Forest. Rester sur la bonne voie. Donc, il y a ce match de ce jeudi soir face à Brentford. Et un programme... après, ça peut être une finale, le 25 mai face à Chelsea. Oui. Mais c'est faisable pour une équipe quand même qui est dans le top 4 depuis la 17e journée. Donc ça fait bien longtemps qu'ils sont bien positionnés. Et qui a déjà montré du caractère cette saison. Donc c'est intéressant de voir ce programme-là. Et en même temps, je suis peut-être demander à Christian de réagir là-dessus, mais c'est quand même un ADN depuis le début qui est un ADN basé d'abord sur une bonne structure, une bonne organisation, etc. Pragmatique. Ouais. Or, il va jouer contre des équipes qui sont en principe un petit peu moins forts qu'eux. Donc, ils devront devoir prendre les choses en main. Est-ce que ça ne les met pas en danger? Question. Bonne question. Est-ce que Christian peut y répondre? En danger, surtout, c'est que finalement, ils se sont retrouvés à cet endroit-là en utilisant 2 choses, c'est-à-dire la reconversion rapide et la phase arrêtée, donc ce qui est tout à fait normal pour une équipe de ce rang-là. Mais surtout, c'est parce que les autres ne sont pas à la hauteur, en fait. Regardez, on parle de la 3e à la 7e place, mais on peut prendre de la 3e à la 10e ou à la 11e place. Et les gens, tout le monde est concerné. Donc, en fait, ils ont réussi, c'est à l'instar d'autres équipes, ils ont réussi à être là où ils sont parce qu'il y a eu une démonstration par l'absurde, parce que les autres ne sont pas à la hauteur. Et là, en fait, il y a un rééquilibrage. Et ils ont été des bonnes surprises contre des équipes du top, notamment avec une magnifique victoire à Liverpool. Ben maintenant, oui, comme dit Jean-François, il faut se retrouver dans des équipes où, soi-disant, ils sont plus forts, mais pas nécessairement dans le modèle de jeu, puisque la reconversion rapide et la phase arrêtée, ils l'utilisent même contre des équipes comme ça. Il faut voir maintenant si les autres, les adversaires, les ont étudiés et peut-être qu'ils vont leur laisser le ballon et peut-être eux profiter des reconversions rapides et les piéger pour les mettre en danger. Alors, les forces de Nottingham Forest, c'est la reconversion, les phases arrêtées et le jeu de tête de Chris Wood. Oui, mais le jeu de tête de plein jeu dans une efficacité exceptionnelle, parce que c'est une équipe qui a marqué seulement 10 buts sur centre, puisque fatalement, il faut avoir du jeu dominant placé pour pouvoir marquer sur centre. Et là, il a été exceptionnel cette saison, parce que c'est pratiquement lui
il a concrétisé tous ces ballons venant sur centre. Vous voyez ce que vous voyez là, c'est vraiment rare, mais lui, par contre, il est le meilleur joueur de la tête et on sait qu'en Angleterre, quand on a cette qualité-là, eh bien, on s'impose comme buteur et regardez la préparation qu'il y a ici sur cette combinaison travaillée. Il pousse un joueur un petit peu dans le dos, il se place par rapport à l'autre et puis il est bon dans le timing parce que c'est une de ses qualités. Et donc, j'espère que pour cette fin de saison, c'est lui en fait qui va encore être décisif pour maintenir Nottingham Forest à ce niveau-là. Alors, une petite parenthèse, Christian. On parlait de Chelsea juste avant et du jeu par les flancs. Est-ce que Chris Wood ne serait pas l'attaquant idéal pour Maresca finalement ? Ah ben, en tout cas, ça c'est clair, parce que dans ce domaine-là, il donnerait une option supplémentaire. C'est pas Nicolas Jackson qui marque des buts de la tête, c'est pas Madueke qui marque des buts de la tête, c'est pas Cole Palmer Neto, qui vient deuxième ligne pour Neto. marquer des buts de la tête. Donc lui, il pourrait évidemment être une option intéressante. Allez, on revient à cette rencontre de lundi soir. Un petit mot quand même sur Crystal Palace, qui s'est brillamment qualifié pour la finale de la Cup. Et donc, il va faire un match sérieux, puisque tous les matchs maintenant, ils vont c'est de la préparation pour eux. bien sûr. Et c'est une équipe qui ressemble finalement très fort à Nottingham Forest. On en parlait déjà un petit peu dans le calendrier qui reste à jouer pour les joueurs de Forest. Ce sera presque un effet miroir. Oui, parce que, comme Bruno le disait, c'est une équipe qui marque très très peu à domicile, c'est une des plus mauvaises attaques, mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des difficultés à s'imposer évidemment sur le jeu dominant, mais par contre, voilà, comme toutes les équipes, quand on est un peu inventif, quand on travaille et qu'on parvient à faire des combinaisons comme celle-ci, et notamment contre les spécialistes du genre, et Nicolas Jauvert a appris quelque chose sur ce magnifique but de Palace. Et puis voilà, la reconversion rapide, on attend, on sait que sur une saison il y a un nombre important de mauvaises sorties de balles défensives et il faut être là pour les exploiter, et vous avez vu qu'ils étaient prêts, puisque dès qu'il a récupéré le ballon, il a tenté le lob. Donc c'est quelque chose en fait qui est travaillé et c'est sur lesquels on peut anticiper, et donc je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à voir dans ce match-là. Si c'est Dennis Bergkamp qui met ce but, on parle de but de légende. Hein. C'est Mateta, mais ça reste un but de légende. Il fait une super saison. Mateta. Formidable. Quelle finition. Il est monté au jeu dans ce match-là. Vous imaginez, je pensais à ça tout à l'heure en regardant un petit peu justement le but. Et je me disais, qu'est-ce qu'il a enchaîné ce gars-là ? Il a joué la saison dernière, il a été au JO. Où il a été un des meilleurs joueurs. Il a été un des meilleurs joueurs. On le retrouve encore maintenant. Donc, oui, il a eu une oreille arrachée dans un match aussi, mais il est toujours là. Peut-être qu'il vaudrait mieux le laisser un petit peu au repos pour la finale de la Coupe. C'est ce qu'on fait, je pense, là, maintenant, avec lui. Hein. Il est monté, là, à l'Emirates. Hein. On va revoir d'ailleurs les buts marqués par Crystal Palace d'ici quelques instants, parce qu'on va s'intéresser à l'équipe qui part un petit peu en retard dans ce sprint final. C'est Aston Villa qui reçoit ce week-end de Fulham. We are Premier League. Aston Villa actuellement 7e avec 57 points. Fulham en face est 8e, donc juste derrière avec 51 points. Ce sera un match qui est programmé samedi à 13h30. Est-ce que tout est en train de s'écrouler pour Aston Villa qui, il y a encore 3 semaines, pouvait gagner la Ligue des Champions, la Cup et pouvait terminer dans le top 4 ? Si ça s'écroule, on remontrera souvent en fin de saison ce but à la 94e face à City, où là ils se font tous avoir et où ils perdent les 3 points. Je pense que là, avec la FA Cup, il y a un sacré coup de marteau quand même. Alors, il faudra trouver une explication. Ouais. Voilà. Oui, mais plus que la FA Cup, il y avait cette espèce de dynamique presque d'engouement avec la FA Cup et aussi avec cette double confrontation face à Paris. Oui, tout à fait. Alors, ils ont fait preuve à la fois de caractère au retour à domicile, puisqu'ils se sont finalement imposés, que voilà, ça s'est joué à peu de choses. Mais je pense que parce que ça s'est joué à peu de choses, ça a été aussi un coup. Et donc, à un moment donné, voilà. Et je trouve, après, voilà, on peut peut-être parler en termes d'individualité, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui ont sans doute manqué un peu d'impact dans cette équipe sur ces dernières... Voilà, exactement. Ouais. Je pense à Martinez. Moi, je pensais aussi à Onana pour balayer devant notre porte belge. Je trouve que c'est un joueur qui, sur l'ensemble de la saison, a manqué, je trouve, d'impact. Globalement, beaucoup de blessures, beaucoup d'absences. Et donc, je pense que ça a manqué un peu de stabilité à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que du côté d'Aston Villa, je ne serais pas surpris qu'on aille transférer des joueurs pour occuper
les places du milieu de terrain. Ils avaient une charnière défensive, Torres-Konza, très efficace, mais là, Konza, il s'est fait avoir. Cette charnière-là, elle a souffert énormément face à Palace en Cup. Et... Le programme d'Aston Villa pour cette fin de saison, il va falloir gagner tous les matchs pour espérer. C'est trop tard pour éviter l'ulcère. Lui, il vit avec son ulcère. Je ne savais pas qu'il était sensible aux ulcères. Mais ils n'ont pas le choix. Eux, ils doivent tout gagner et ils n'ont pas les cartes en main. Donc, espérer que... Et, voilà. Et comme il n'y a pas de confrontation directe face à des équipes du top 6, voilà, eux, c'est vraiment chaque week-end regarder ce que les autres ont fait. Ceci dit, ils vont ici jouer, c'est samedi 13h30, c'est ça samedi 13h30. Ils connaîtront juste le résultat de la veille. Oui, mais ça reste une course-poursuite maintenant. Ils sont derrière, donc voilà. Ils ne doivent pas regarder même les résultats des autres. Ils doivent absolument prendre 12 points sur 12 pour avoir cette petite chance. On va peut-être revoir avec Christian les buts encaissés par Villa dans ce match de Cup face à Crystal Palace. Et là, c'était clair, cette équipe s'est écroulée tout simplement. Oui, non, mais c'est écroulé, mais c'est aussi leur faute parce que, on ne voit pas le début de l'action, mais c'est quand même une perte de balle avec une mauvaise sortie de balle ici, et donc il y a ce premier but encaissé. C'est le modèle d'Emery, c'est tellement prévisible. Quand il est dans une équipe et qu'il doit mettre la robustesse en place, ça se passe super bien défensivement, il utilise des reconversions rapides et tout ça. Et après, il y a quelque chose, il faut absolument faire ces sorties de balles formidables à l'espagnol pour pouvoir prouver en fait qu'on fait un travail. Et tu te retrouves en demi-finale de la Coupe avec un match sur un match et tu encaisses 3 buts sur des reconversions rapides avec des pertes de balles, et on va le voir encore même le troisième avec la perte de balles de Tielemans. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Moi, je me demande ce qui se passe dans leur tête. À un certain moment, ils ne peuvent pas. Pourquoi ne pas garder quelque chose qui fonctionne et être solide, robuste, puisqu'on l'a prouvé? Alors après, il faut chaque fois passer une étape et il faut chaque fois montrer. Évidemment, voilà, c'est un peu... Là, c'est le bec de gaz. Ça fait 2 semaines de suite, c'est dur. C'est exactement ce qu'a fait Arne Slot. Il a gardé ce qui fonctionnait du côté de Liverpool. Oui. Voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est une preuve d'intelligence. Et vous voyez, c'est symbolique aussi. Mais je peux vous corriger quand même. Dans les dernières semaines avec Liverpool, ils marquent sur phase arrêtée. Je rappelle, alors qu'ils avaient été nuls sur phase arrêtée toute la saison. Je parle de Liverpool. On parle des acquis, mais après on transforme. La reconversion rapide et le jeu rapide et le passage par l'axe, il l'a tenu au début de saison et il est venu après avec le jeu dominant placé. Et après, évidemment, il a un peu de chance par rapport aux fausses arrêtées, mais il n'en a pas eu besoin au début. Tandis qu'eux, maintenant, les autres équipes, comme Newcastle, comme Aston Villa, ils essayent en fait de faire des choses qu'ils ne savaient pas faire au début. Et donc, ils se retrouvent avec de gros problèmes, en fait. Et la symbolique de ce troisième but, c'est que Tielemans met le pied sur la balle pour l'arrêter. On l'a jamais vu faire ça cette saison. Ouais. Oui, sans doute une chute mentale, physique, la déception des résultats face au Paris Saint-Germain et encore une fois ce but encaissé à City. Je pense que ces défaites-là font très très mal sur la durée. C'est pas qu'un mauvais soir. Totalement d'accord. Ouais. Et là où il y a des joueurs qui auraient pu apporter du caractère, je reviens encore avec Onana parce que c'est un des rôles qu'il aurait dû occuper avec sa personnalité dans cette équipe au milieu de terrain. Il aurait dû apporter ça à un moment donné, cette espèce d'esprit, je sais pas, de révolte ou de quelque chose. Mais il n'est pas là, il est blessé, il est fragile. Voilà. Encore un mot de Christian et il va nous parler aussi un petit peu de Fulham quand même, qui est 8e et qui peut encore se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. J'ai juste un petit mot pour confirmer par rapport à Aston Villa. Je viens de regarder dans mon tableau. C'est une équipe qui a concédé 13 buts cette saison sur erreurs individuelles et mauvaise sortie de balle. Pour le comparer au plus mauvais de la Ligue, qui est Southampton, c'est 17. Donc pour une équipe du top qui encaisse autant de buts sur des mauvaises sorties de balle, c'est que, voilà, c'est pas un blâme, mais il y a quand même erreur professionnelle. Fulham, Christian, cette équipe... qui est capable du meilleur comme du pire, en tout cas sur sa dernière semaine. Exceptionnel, capable, comme on l'a vu la semaine passée, sur le tableau, de prendre 66% des points contre le top 6 et de venir secouer tout le monde dans le haut. Et puis se retrouver en difficulté, pratiquement aucun match avec une clean sheet. En étant de nouveau mené à Southampton, quand même une équipe qui est quand même condamnée déjà depuis 5 ans déjà pratiquement, et donc malgré tout ils parviennent encore à attaquer, ils parviennent à profiter des situations. Donc c'est une équipe, c'est vrai, c'est tout ou rien, c'est beaucoup contre le top et très mauvais contre les équipes du bas. Mais ils essaient de passer par les flancs, ils essaient de donner des possibilités au cordeau, des buts de la tête comme ici.
ça peut être un match piège pour Aston Villa parce qu'Aston Villa encaisse aussi beaucoup de buts dans le passage par les flancs. Ce qui résume complètement ce qu'il dit, c'est que sur les 10 derniers matchs de Fulham, c'est 5 victoires, 5 défaites, 14 buts marqués, 14 buts encaissés. Parité égale, donc ne misez pas, si vous pariez, ne misez pas sur un partage. C'est la régularité dans l'inconstance, finalement. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai une déception concernant Fulham, c'est qu'on avait revu un très bon Castagne titulaire, comme quoi un entraîneur, quand il a des idées en tête, n'en change pas. C'est que le titulaire revient et Castagne ressort de l'équipe de nouveau. Donc, petite déception personnelle qu'il ne puisse pas terminer sa saison, alors qu'il avait été bon et performant quand il a joué. Donc, voilà. Effectivement, donc ce match est programmé, c'est samedi à 13h30 pour cet Aston Villa. Fulham, on a fait le point sur ces 5 équipes qui vont encore se battre pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Et donc on connaissait la question qui veut le titre cette année, c'est qui veut le ticket pour la Ligue des Champions. Exactement, le titre. Qui le perdra ce ticket en fait, exactement. Qui le perdra. On a l'impression exactement, c'est celui qui va voilà. Qui le perdra et pourquoi? Affaire à suivre, on va être obligé de se revoir. Effectivement, on se retrouvera déjà la semaine prochaine pour PL Club. Et il y a encore du suspense au moins, parce que c'est vrai que Liverpool était champion très tôt, qu'on connaît déjà aussi les équipes reléguées. Donc heureusement qu'on a encore cette course à l'Europe. On a parlé de ces 5 matchs. On résume le programme du week-end sur Vous Sport World avec dès vendredi Manchester City, Wolverhampton. Suivi de là pour le samedi Aston. Ah oui, c'est moi qui commente là. Vous me regardez, mais absolument. Aston Villa, Fulham, Everton, Ipswich et très joli samedi. Hein. Oui, avec un programme un peu différent. Il n'y a pas de goal au 2D samedi, donc, puisque les matchs ont été alignés autrement. Et puis Arsenal-Bournemouth. Et puis si on regarde le tableau suivant, moi j'ai juste envie de dire Brighton-Newcastle, on a parlé, Brentford-Man U, je ne sais pas trop à quoi on doit s'attendre. Chelsea-Liverpool. Chelsea, c'est la seule équipe qui va rencontrer le champion en titre parmi toutes celles qui luttent pour la Ligue des Champions. Donc voilà. Et puis Palace-Nottingham Forest, c'est encore pour vous, je vous le rappelle. Vous allez commencer et terminer la 35e bon journée. long week-end, c'est magnifique. Voilà, n'oubliez pas de nous retrouver, notamment sur les réseaux sociaux, que voilà, vous connaissez la formule, et aussi sur Discord, mais je suis sûr que vous y êtes déjà. Ce sera en compagnie de Christian, de Vision du Jeu, et ce sera donc pour la rencontre entre Chelsea et Liverpool. Merci Jean-François. Merci Serge. Merci Bruno. Merci Christian. On vous retrouve évidemment ce week-end pour encore beaucoup de passion et beaucoup d'émotions en Première Ligue. Salut Christian et à très bientôt. Bye bye. Liverpool FC, back where we belong. Back on our perch. Our Dutch master slotted right in. Alisson, wall of Anfield. Virgil, our leader, leading by example for years to come. Canate, no way through. Gravenberg, revitalised, rejuvenated. McAllister, class personified. Diaz, better than ever. Mo Salah, still the king, still ours. Together, unmatched, untouchable, the best in the land. Nobody came close. Liverpool's first goal scored under Arne Slot. Salah! Liverpool are running away with it again. That is rather special. Mo Salah must be! Arne Slot's Liverpool march towards title number 20. He has done it again. Just glorious. Darwin Núñez had the double. Liverpool up on the verge. Signed, sealed and delivered. Liverpool FC, for the 20th time, champions again.